Professeur Ahmed Kettab, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu publication dans le journal officiel des décrets d'affectation des budgets alloués par secteur. Pour l'eau, il est de 364 milliards de dinars. Ces montants importants sont alloués pour répondre aux besoins de l'eau vu le contexte de raréfaction des pluies que nous traversons actuellement, une situation similaire à une période de sécheresse. Professeur Ahmed Kettab. Tout d'abord, Madame Souheila Lasmi, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie aussi la radio Chaîne 3 de cette invitation, de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer, donner mon point de vue sur le problème d'eau de stress qui se pose en Algérie. Je salue aussi l'ensemble des auditeurs de la Chaîne 3 en Algérie ou à l'étranger qui sont en train de l'écouter. Effectivement, le gouvernement algérien, au vu de la rareté de l'eau et du stress hydrique, a consacré pour l'année 2023 un budget important dans le domaine de l'eau, de telle façon à ce que cette question de l'eau puisse se régler en 2023-2024 définitivement. Il est vrai que ces 20 dernières années, 60 milliards de dollars ont été dépensés dans la construction de barrages, dans la construction des transferts des eaux et dans beaucoup de choses. Mais malheureusement, s'il n'y avait pas cette sécheresse, ces changements climatiques, il aurait peut-être certainement suffi de faire ces choses-là. La situation et le problème est là, c'est que nous avons actuellement 81, on va dire 85 barrages qui sont là et qui n'arrivent pas à se remplir malgré qu'ils contiennent 10 milliards. Déjà, la première idée que je propose, que je soulève, il est prévu qu'à l'horizon 2025-2030, on ait à peu près 125-130 barrages. Il est maintenant temps d'arrêter de faire les barrages et de consacrer l'argent qui est fait aux barrages pour d'autres choses. Les barrages qu'il y a, s'ils se remplissent, c'est très bien. S'ils ne se remplissent pas, on arrête de faire des barrages maintenant et on passe à autre chose. Quand je dis on passe à autre chose, on continue à faire des barrages, mais des petits barrages qui contiennent 100 000 mètres cubes, 150, mais des barrages en terre, qui ont une durée de 5-6 ans et tout proche du paysan, tout proche de l'euro. Pas les grands barrages tels qui contiennent 300, 400, 500 millions qui se remplissent jamais. Alors, donc, on change de cap. On se tourne aujourd'hui vers la réalisation des stations de dessalement d'eau, devenues par la force des choses incontournables. L'instruction du président de la République est ferme, réaliser un nombre important pour répondre bien sûr à cette situation de stress hydrique. Vous proposez aujourd'hui et ce matin d'abandonner ou de continuer ou d'abandonner la réalisation de barrages puisqu'il pleuvra selon bien sûr vos propos de moins en moins. Mais faut-il aussi parallèlement, monsieur professeur Kettab, réviser cette stratégie de l'eau de façon globale en tenant en considération que depuis 3 ans, il ne pleut pratiquement plus. Oui, effectivement, cette stratégie, cette vision globale, nous devons la réviser. Mais il faut dire une chose, nous sommes actuellement obnubilés par le dessalement. Tout le monde parle du dessalement, et comme si c'était la solution miracle, le dessalement. En réalité, il n'y a pas que le dessalement. En réalité, il y a pratiquement 10 chapitres, 10 grandes propositions qu'on devrait faire avant d'arriver à cela. Lesquelles ? 1. Les eaux superficielles. On devrait, les eaux superficielles, traiter les eaux superficielles et faire toute une stratégie sur les eaux superficielles qu'on a. Première chose. Deuxième chose, les eaux souterraines. Nous devrions faire aussi toute une stratégie sur les eaux souterraines qu'on fait. Troisième chose, si on a les eaux superficielles et on a les eaux souterraines, la troisième chose, c'est la réglementation, la législation, la gestion. Si on fait ça très bien, les eaux superficielles et les eaux souterraines devraient suffire. Si cela ne suffit pas, nous consommons 1,5 milliard, 2 milliards d'eau potable qu'on utilise et on rejette 80% de ces eaux qui sont usées. C'est 1,5 milliard d'eau usées, rejetées. Il faut les traiter, traitement primaire, secondaire, même tertiaire, et les réutiliser. Quand je dis les réutiliser pour l'irrigation et l'agriculture, les réutiliser pour l'industrie, le refroidissement, les réutiliser pour les loisirs. Ça c'est la quatrième chose. La cinquième chose à ce moment-là, si on n'arrive pas à se suffire avec les eaux superficielles, les eaux souterraines, avec la réglementation, avec les eaux usées, on passe au cinquième point, à savoir le dessalement. Et quand je dis le dessalement, on commence à faire des stations de dessalement, à les construire au bord de la mer, mais pas des stations de dessalement de 500 000 m3, pas des stations de dessalement de 300 000 m3. Nous avons vu par le passé que la station de dessalement de 500 000 m3 fonctionnait à peu près à 40-50%. Nous devons penser dans la stratégie dessalement
aller vers des dessalements des stations de 100 000 mètres cubes, de telle façon à bien les maîtriser, mais aussi intégrer le local. Nous avons actuellement des entreprises nationales locales qui peuvent faire des stations de dessalement de 10 000 à 20 000 en moins d'un an. Donc, c'est le sixième point, on devrait parler de la formation et de la recherche et de l'enseignement. Là aussi, nous n'avons pas fait grand-chose dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de la recherche. Nous devons aborder ce problème-là. Septièmement, nous devions attaquer la coopération internationale au niveau mondial pour s'entraider. Et bien entendu, on attaquera le chapitre eau et forêt, le chapitre eau et santé. Tous ces problèmes-là, il faut les traiter. Et dans tous ces problèmes-là, chacun apporte sa contribution pour qu'il y ait une quantité d'eau suffisante. Mais bien sûr, le dessalement est destiné aux 14 wilayas côtières et c'est devenu pour certains pays incontournable. Ils ne vivent que de dessalement, comme par exemple l'Arabie saoudite. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui, professeur Ketteb, par rapport à la situation que nous traversons. Bien sûr, on parle à travers le monde de réchauffement de la planète de plus en plus. Sommes-nous dans une situation de sécheresse? Oui, depuis 20 ans, des études ont été faites. Depuis pratiquement 20 ans, on est en situation de sécheresse. À l'ouest, les précipitations avaient diminué de 25 à 30%. Maintenant, en 2022-2023, c'est de l'ordre de 40%. Au centre, un peu moins, mais 30%. À l'est, encore un peu moins. Mais globalement, en Algérie, ces 20 dernières années, les précipitations ont diminué de 30%. En 2022-23, c'est en train de diminuer plus. Et on le voit au niveau mondial que cette sécheresse est là. Vous prenez l'Europe, les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, la France, du côté Montpellier, Nice, l'Italie, ont des problèmes de sécheresse actuellement. Donc c'est un problème au niveau mondial. Et quand je dis sécheresse, il y a parfois des sécheresses, mais quand les pluies arrivent, elles arrivent en quantité très grande et ça provoque des inondations. Donc c'est un autre problème qui est posé. Et nous sommes actuellement au niveau mondial, mais particulièrement la zone MENA. Et particulièrement dans la zone MENA, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, ces pays-là où on a le plus actuellement ce problème de sécheresse. Et quand il y a un manque d'eau, cela veut dire qu'il faut changer de fusil d'épaule, ne plus compter sur le barrage, mais compter sur d'autres choses dans ces cités, quelques-unes parmi eux. Mais est-ce que cela va se renforcer ou s'accentuer davantage à l'avenir? Cette situation d'extrême aridité, parce qu'on n'est plus un pays aride. Le GIEC, le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques, à travers ses différentes recherches, différents travaux, a donné que ça va s'accentuer de plus en plus, particulièrement en Afrique du Nord. Cela veut dire que nous allons avoir des températures de plus en élevées. Si les températures sont de plus en plus élevées, nous allons avoir automatiquement de l'évaporation, de l'évapotranspiration qui sera plus grande, et nous allons avoir moins d'eau, particulièrement dans les régions du sud. Si au nord, les températures vont augmenter de 2-3 degrés, au sud, c'est encore pire. Et vous savez qu'au sud, actuellement, dans certaines villes, la température dépasse 50 degrés. Alors, changer de fusil d'épaule, pour reprendre votre expression, changer de vision, changer de politique. Vous parlez en termes de législation. Il faudrait revoir les textes actuels. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir essentiellement? Lutter contre le phénomène du gaspillage de l'eau essentiellement avec la mise en place de la police de l'eau? Alors, effectivement, on doit mettre en place un plan qui explique aux Algériens cette rarification de l'eau et que l'eau est extrêmement précieuse. La loi de 2005, l'eau, c'est la vie. La loi de août 2005 avait prévu un certain nombre de mécanismes. Or, ces mécanismes-là n'ont pas été appliqués. Dans la loi de 2005, il est créé la police de l'eau. Il aurait fallu sortir un décret depuis 2005 et créer cette police de l'eau. On ne l'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas fait. La loi de 2005... Le président a donné instruction pour la mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné beaucoup d'instructions, beaucoup de choses à faire. Et j'apprécie ce qu'il a fait ces dernières années. Mais je prends un exemple. Il avait donné instruction pour créer une agence de dessalement en mai 2021. Cela n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Il avait donné instruction... C'est pris en charge par la Sonatrach. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Il avait donné aussi instruction pour qu'il y ait un conseil de coordination entre des différents ministères, différentes structures. Cela n'a pas encore été fait. Donc, il faut que les instructions données par le président de la République soient
appliquée régulièrement. Donc il faut trouver un mécanisme. Avec rigueur. Il faut trouver un mécanisme de contrôle et de suivi des sanctions qui sont données pour que ça donne. C'est pour ça que moi-même, j'ai proposé je vais parler des 5 S. C'est quoi les 5 S? Les 5 sécurités. La sécurité 1, c'est l'eau. La sécurité 2, c'est l'agriculture. La sécurité 3, c'est l'énergie. La sécurité 4, c'est la santé. La sécurité 5, c'est la recherche, la formation, l'enseignement. Les 5 S, c'est les 5 sécurités. Les 5 sécurités, tout ça englobé sous l'enveloppe, sous la haute coordination de la sécurité défense. C'est la sécurité nationale, sécurité défense. Or, le Haut Conseil de sécurité défense existe. Le Conseil de sécurité recherche existe. Le Conseil de sécurité énergie existe. Le Conseil de sécurité santé existe. Il resterait maintenant à créer le Conseil supérieur de sécurité hydrique et le Conseil de sécurité alimentaire. Il resterait à créer ces 2 conseils-là. Les conseils de sécurité sont à un niveau haut, dépendant directement du président de la République. Ensuite, on pourra parler d'observatoires sur l'environnement, sur la société civile, sur l'enseignement, sur la formation. Donc, on peut parler d'autres. Mais ces conseils sont le développement durable, l'avenir du pays qu'il faut créer. Il resterait maintenant, à mon avis, que le Conseil de sécurité hydrique à créer et le Conseil de sécurité alimentaire. Parce que les deux vont de pair. Alors, en termes de législation, que faut-il revoir aujourd'hui par rapport à la question de l'eau, professeur Keteb? Vous savez qu'en octobre 2021, la loi sur l'eau a été refaite, a été transmise, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas sortie. Vous savez qu'en 2021 aussi, il y a eu une charte de l'eau qui a été envoyée, qui a été discutée par le ministère et qui n'est pas sortie maintenant. Il faut que ces textes sortent. Quand ces textes sortent là, dans le domaine, en 2005, comment gérer l'eau, et en 2023, comment on va gérer l'eau, les données de base ont complètement changé. Tout a changé. Tout a changé. Et donc, il faut maintenant revenir à la table, discuter. Et quand je dis discuter, ce n'est pas que le secteur de l'eau qui doit discuter. L'eau, maintenant, c'est l'affaire de tous. Et il faut de l'eau en qualité et en quantité pour tous. Quand je dis rediscuter, ça veut dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie qui fait le dessalement, le ministère bien sûr des Ressources en eau. Donc tous ces ministères doivent discuter, refaire une nouvelle loi. Cette nouvelle loi qui sera faite, elle tiendra compte des réalités. Et dans cette nouvelle loi, je vous donne un exemple. Vous savez que du point de vue information, sensibilisation, nous n'avons pas atteint les buts voulus. Moi, j'aurais voulu qu'à chaque jour, avant les informations de 8 heures, il y ait 30 secondes de publicité par un acteur connu sur l'économie de l'eau. Ça ne se fait pas. La sensibilisation, ça ne se fait pas. Regardez les factures. Les factures d'eau qu'on donne aux citoyens sont aveugles. Le citoyen regarde une facture, il ne comprend pas, il ne sait que payer. Il faudrait qu'on dise aux citoyens quel est le prix qu'il devrait payer réellement, en rouge, et en vert, le prix qu'il paye. Regardez la facturation de l'eau. Depuis 2005, l'eau n'a pas changé. En 2005, nous avons le prix du mètre cube qui était à 6 dinars. En 2023, le prix du mètre cube est à 6 dinars. Si chaque année, on avait augmenté 1 dinar par an, on aurait eu 17 années plus 6, 23 dinars. Il aurait augmenté. Ça n'a pas augmenté. On aurait pu augmenter même de 50 centimes. Oui, même de 50. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à bouger et il faut que maintenant elles bougent. Nous sommes en réalité, réellement en stress hydrique. Nous avons réellement des problèmes. Il faut. Et en Algérie, nous avons les compétences voulues en Algérie, comme d'ailleurs les Algériens étrangers. Les compétences sont là. Il faudrait qu'on y aille. Et vite. Alors, professeur Ahmed Keteb, moi je voudrais revenir avec vous pour cette question qui est essentielle et primordiale aujourd'hui, une question également de survie. Cette question, est-ce qu'elle nécessite bien sûr de rarification de l'eau, un large débat avec toutes les parties concernées en impliquant aussi bien la société civile, la société et les différents départements concernés? Effectivement, cette rareté de l'eau fait que maintenant, c'est une question de société. C'est une question de société conduite, mais c'est une question, c'est l'affaire de tous. Il faudrait que tous les citoyens, toutes les structures, tous les ministères sachent qu'on est un pays aride et qu'on est même un pays saharien et que nous n'avons pas d'eau. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse tous discuter, échanger comment consommer moins, comment rationaliser moins, comment gaspiller moins. Vous savez, quand un père de famille a de l'argent, quand il a 10 000 dinars, il dépense les 10 000 dinars. Mais quand il n'a que 5 000, il dépense les 5 000, mais il doit vivre. C'est la même chose. Nous n'avons pas d'eau. Les barrages sont
rempli, on va dire, à 30-35%, mais la quantité d'eau globale qu'il y a n'est pas actuellement suffisante. Mais le vrai stock en période hivernale, c'est la neige. Il n'a pas neigé. Il n'a pas neigé et il n'a pas plu. Ça leur fait presque 10 mois qu'il n'a pas plu. Et de ce fait-là, nous devons sensibiliser les citoyens à tous les niveaux pour consommer moins, pour gaspiller moins. Il y a toujours 30-40% de gaspillage. Le citoyen actuellement n'est pas réellement beaucoup sensibilisé. Il faut qu'à ce moment-là, à travers la télévision, les spots, à travers les journaux, peut-être à travers des assemblées, à travers les réunions, sensibiliser l'ensemble des citoyens. Et quand l'ensemble des citoyens, à travers la société civile qui là doit jouer un rôle moteur, il est possible d'économiser et de suffire. Le citoyen doit savoir que si on n'a pas d'eau, il est normal qu'on ne peut pas avoir l'eau tous les jours 24 heures sur 24, mais avoir l'eau 3 heures par jour et stocker et travailler. Le citoyen joue le rôle quand il est suffisamment informé, bien informé. Et l'année passée, sur le plan Orsec qui a été fait l'année passée, pendant le mois de Ramadan d'ailleurs, le citoyen avait compris et ça avait marché, ça nous a suffi. Cette année, avec le plan pris par le gouvernement avec les sociétés de gestion de l'eau, je pense que ça va bien avancer dans ce domaine-là. Mais il faut interdire certains comportements, par exemple le lavage des véhicules avec l'eau potable ou l'arrosage avec de l'eau potable. On peut rationner en utilisant par exemple un seau d'eau au lieu d'ouvrir le robinet avec bien sûr un tuyau et arroser et bien sûr perdre énormément de quantité d'eau. Et on le voit encore aujourd'hui, même dans certaines institutions publiques. Je vous dire une chose. Vous savez qu'uniquement à Alger, il y a de l'ordre de 800 stations de lavage de voitures. Et vous savez que pour laver une voiture, c'est 100 à 200 litres. Et ça gaspille beaucoup. Pourquoi ? Parce que le lavage de voitures, les gens qui lavent les voitures, le mètre cube, c'est toujours 6 dinars, n'est pas cher. Et donc, par conséquent, on consomme beaucoup d'eau. Et de ce fait-là, il faudrait revoir la tarification et le prix pour un citoyen est une chose, la consommation, mais le prix pour une industrie est une chose, le prix pour l'agriculture est une chose. Et donc, revoir divers prix. Pourquoi un hammam ou un station de lavage paierait le même prix 6 dinars que le citoyen qui boit ? Moi, je propose une tarification complètement nouvelle. De telle façon que 80% de la population algérienne consommerait l'eau moins de 25 mètres cubes à un prix. Les 10 premiers mètres cubes gratuitement, ensuite c'est graduel. De telle façon, avec ces prix-là, on peut réellement diminuer. Le prix de l'électricité a augmenté. D'ailleurs, tous les prix ont un peu augmenté, sauf le prix de l'eau qui n'a pas bougé de 2005. Mais donc, quand on va le faire bouger, il faudrait que le citoyen qui n'a pas de revenus, le citoyen, même s'il a des revenus et qui consomme moins de 25 mètres cubes, paierait l'eau gratuitement. Le citoyen qui consomme beaucoup d'eau, c'est là qu'il devrait payer. Et ça, on devrait maintenant aller dans cette politique de tarification explicative. Et dans cette politique, les entreprises qui vendent de l'eau gagneraient, le citoyen gagnerait et le peuple algérien gagnera. Alors, mais il faut l'implication des autorités locales, les Wali par exemple, pour décréter certaines mesures qui interdiraient le gaspillage de l'eau, par exemple un plan Orsec au niveau local. Oui, il faut maintenant faire le plan Orsec au niveau local. Mais qui contrôlerait ce plan Orsec ? Pour le contrôler, il faut la police de l'eau. Il faut la police de l'eau. Il faut maintenant, en 2023, on va l'appeler la police de l'eau, ou peut-être trouver une autre appellation, mais de l'environnement. L'environnement, qu'il y ait des gens au niveau des agences de bassin, des gens contrôlés. Mais quand je dis la police des eaux, ces personnes-là qui vont contrôler, ces ingénieurs qui vont contrôler, ils ont ce qu'on appelle, c'est des officiers de justice. Ils ont le droit de verbaliser. Et quand le gars est verbalisé, il paye son amende. Et s'il ne veut pas payer les amendes, il a le droit de prendre le dossier chez le procureur. C'est ce décret-là qui est entendu, donnant à certains ingénieurs être officier de l'eau. Mais il faut revenir à certaines réalités, professeur Ahmed Kettem. Nous savons que la consommation, c'est-à-dire de l'eau par des Algériens ou la consommation domestique, ne représente que l'équivalent de 30%, 70%, c'est l'agriculture. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait pour le secteur agricole ? Le recyclage est devenu une option incontournable. Là, vous touchez un point très sensible que beaucoup de gens oublient. 70% de l'eau, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture. 20% de l'eau, c'est l'industrie. 10% à peu près de l'eau, 15% de l'eau, c'est les consommateurs. Si c'est 15% de l'eau consommateur. Si on allait sur les 70% et on économisait 20% de l'agriculture,
Ce serait excellent. Et on peut économiser sur les 70% jusqu'à 50%. Il faut aller vers les techniques d'irrigation non consommatrices d'eau, telles que le goutte à goutte localisé. Il faut aller vers certaines cultures qui consomment beaucoup d'eau, ne pas les cultiver dans certains endroits. Il y a là, dans le domaine de l'agriculture, il y a toute une série d'économies d'eau qu'il faut faire. On parle de l'irrigation d'appoint. Oui, on parle d'irrigation d'appoint, cela veut dire il y a des systèmes de mesure qui permettent, quand la plante a besoin d'eau, qu'on lui donne de l'eau. C'est pas on doit irriguer toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça aussi, c'est des systèmes qui sont là, qu'il faut faire. Mais dans ce domaine est-ce qu'il faudrait privilégier certaines cultures par rapport à d'autres, par exemple les céréales, puisque nous consommons ce produit énormément, il nous revient très cher sur les marchés mondiaux? Oui, nous devrons privilégier en particulier les cultures qu'on appelle les cultures telles que les légumineuses. Vous savez qu'actuellement, le pois chiche ne consomme pas d'eau, les lentilles ne consomment pas d'eau, le blé consomme un peu d'eau d'appoint, pas forcément. Et donc, si on veut cette sécurité alimentaire, il faudrait qu'on aille vers le blé et s'autosuffire. Les années 63-64, on exportait du blé en Europe. Il faut donc aller vers ce blé-là et faire plus de blé avec une irrigation d'appui. L'orge est beaucoup plus résistant par rapport à l'eau. Et nous sommes un pays de l'orge et non pas de blé d'Inde. Alors, sécurité hydrique, sécurité alimentaire, ça va de pair. Il faut mettre en place une véritable stratégie. Oui, qui assure les deux. Il faut faire les deux. C'est les priorités. L'eau, c'est quand il y a de l'eau qu'on peut donner à l'agriculture. Et l'agriculture, c'est elle qui produit et on peut donner à l'industrie. L'eau est la première priorité, la sécurité hydrique. La sécurité hydrique du point de vue eau est une chose, puisque ça parle de barrages, d'eau souterraine. La sécurité hydrique du point de vue alimentaire, ce n'est pas l'eau. L'eau est une partie sur les autres parties, à savoir la distribution, à savoir les terrains, les assolements, toute une série. Donc, c'est deux sécurités hydriques complémentaires, mais indépendantes. Donc, mais la première, c'est l'eau. Ensuite, l'agriculture. Bien entendu, ensuite, la santé, l'énergie, toutes les 5 sécurités dont j'ai parlé. Avec, bien sûr, la sécurité du pays, c'est la sécurité défense. Alors, il faut intégrer aussi le secteur de la recherche dans cette question qui est devenue essentielle aujourd'hui. Professeur Ahmed Kateb, qui est une question aussi de survie, puisque nous avons besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie, et nous avons besoin aussi d'irriguer nos terres et de nourrir notre cheptel. Et bien sûr, d'industrialiser le pays. L'industrie a besoin aussi de l'eau. Le secteur de la recherche vient maintenant de comprendre l'importance de cette eau-là, et c'est pour ça qu'il a décidé de créer un réseau national de dessalement depuis décembre 2022, et aussi d'attribuer 100 milliards pour la recherche sur le dessalement. L'appel d'offres a été fait et il se finit en fin décembre. Ces 100 milliards sont destinés aux chercheurs, aux industriels, à toute personne qui veut faire la recherche dans ce domaine. Maintenant, c'est tout ce truc-là de recherche, ce que peut-être dans ce domaine-là, le réseau sur le dessalement. Moi, j'aurais aimé personnellement, en Algérie, on n'a pas un problème de dessalement. Nous avons un problème d'eau, pas de dessalement. Et j'aurais aimé que ce réseau dessalement s'appelle réseau eau et s'attaque aux barrages, aux eaux souterraines, à la sensibilisation, à la communication et au dessalement, bien sûr. Donc, il faudrait ce réseau dessalement, le changer et le mettre comme réseau eau pour régler le problème d'eau en Algérie. De la même façon, les 100 milliards attribués uniquement pour les projets de dessalement, il faut les attribuer pour tous les projets eau qui permettent d'augmenter la ressource en eau, qu'elle soit souterraine, qu'elle soit supérieure, qu'elle soit le dessalement, ou que ce soit même, si quelqu'un, par un mécanisme, nous ramène un brevet pour effectivement économiser de l'eau à travers une robinette, ce serait bien. Donc, ce réseau dessalement, le changer en réseau eau et travailler. Les 100 milliards attribués pour la recherche de dessalement, c'est aussi les 100 milliards qui doivent être attribués pour tout ce qui est problème de l'eau. Alors, sur la question des forages, aujourd'hui, il faut, bien sûr, il y a eu l'instruction du président de la République extrêmement ferme, c'est-à-dire cesser les forages anarchiques qui doivent être soumis à des autorisations préalables. C'est important aussi pour préserver ce qui reste dans le sous-sol. Oui,
éviter bien sûr des affaissements aussi. Au niveau des forages, conséquences. il y a actuellement des autorisations qui sont données pour les forages. Il faudrait que l'Agence nationale de ressources hydrauliques, avec l'AGIR, l'Agence de gestion des ressources, puisse avoir un GPS de tous les forages qu'il y a sur un ordinateur et savoir... Avoir une véritable cartographie, une véritable vision. Cartographie et savoir chacun et les contrôler et chacun avec l'autorisation, qu'est-ce qu'il doit tirer comme mot. De cette façon qu'on a la donnée réelle et quand on a la donnée réelle, on peut faire une modélisation de cette donnée-là. Mais on avait des exemples très réussis par le passé qui avaient été, bien sûr, mis en place par nos aïeux, comme par exemple les Fougara qui permettent une répartition équitable entre tous les exploitants de l'eau de façon rationnelle et objective. Quand on parle de la rationalisation de l'eau, il faut lutter aussi contre certains phénomènes qui assurent aussi ce gaspillage, les fuites. Et souvent, on les voit et ils ne sont pas réparés dans les délais. Et c'est des quantités importantes qui sont versées ou déversées dans la mer. Effectivement, les fuites actuellement, l'ordre de grandeur est de 40% à 50%. On parle presque de 30% à 40%. Le problème n'est pas là. C'est énorme parce qu'on devait arriver à un ratio de 18%. Le problème, c'est que cette police des eaux qui sera créée, quand elle verra des fuites, elle sera là pour sanctionner. Mais qui doit-elle sanctionner ? Elle doit sanctionner l'origine de la fuite. Si la fuite dépend d'une entreprise, c'est l'entreprise qui est sanctionnée. Si la fuite dépend de la société de distribution, c'est la société de distribution. Si la fuite vient du citoyen, c'est le citoyen qui doit être sanctionné. Mais la fuite, quand elle est là, il y a de l'eau qui arrive quelque part. Cette eau, on va vérifier d'où est-ce qu'il arrive et pourquoi il n'est pas bloqué, on le laisse pur. Et on sanctionne l'institution ou la personne concernée. C'est ça le principe de sanctionner les fuites. Ou alors ceux qui ont mis du temps pour, bien sûr, sa prise en charge également quand il s'agit d'une fuite sur la voie publique. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, professeur Ahmed Kettab. Nous savons que c'est une question aujourd'hui qui est devenue essentielle. On en parle à travers le monde entier, dans les différents plateaux. On parle un peu du réchauffement de la Terre qui a généré, bien sûr, cette rarification des pluies et l'arrivée tardive de l'hiver, même on l'a vu dans certains pays à travers le monde et qui n'ont pas connu bien sûr de problèmes de pluviométrie. La sécheresse, il faut s'adapter aujourd'hui à ce phénomène. Il faut considérer la sécheresse dorénavant comme étant une calamité naturelle, professeur Kettab, parce que ce qu'on relève, c'est qu'au niveau des assureurs ou de l'assurance, elle n'est pas considérée comme étant une calamité naturelle. On prend en considération les inondations, les affaissements de terrain, l'ensablement, mais pas la sécheresse. Bien sûr, il y a d'autres calamités comme par exemple les volcans, les séismes et autres catastrophes naturelles. À vrai dire, au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle les risques majeurs et il y a 13 risques majeurs. Parmi ces 13 risques majeurs, nous avons en Algérie 10 risques majeurs. Parmi ces 10 risques majeurs, le feu, les forêts, il y a les inondations et les sécheresses. Donc ils sont considérés comme risques majeurs et quand il y a des inondations, des sécheresses, l'État intervient pour régler cela. Malheureusement... Pour les compagnies d'assurance, ce ne sont pas considérés comme calamité naturelle. Pour les assurances, ce n'est pas considéré. Maintenant, il faut que la réglementation et les textes qui seront faits, et dans la loi sur l'eau dont vous avez parlé, il y aura un article qui sera là pour dire que les inondations et les sécheresses sont des risques majeurs et sont pris en charge par les assurances. De telle façon que dans le futur, les assurances le prennent en charge. Voilà, et bien sûr, avoir cette culture des assurances pour pouvoir s'assurer, notamment pour ce qui concerne les agriculteurs, pour ne pas avoir à déclencher des plans secs où l'État mettra bien sûr la main dans la poche. Alors pour l'agriculture à l'avenir, est-ce qu'il faut s'adapter en conséquence par rapport à cette question de rarification des pluies, professeur Ahmed Kettab? Il faut s'orienter aussi, puisque là on change de fusil d'épaule, on va de la réalisation des barrages vers la réalisation des stations pour les régions côtières. Est-ce qu'il faudrait aussi inverser cette tendance, aller vers l'agriculture saharienne? La COP27 qui s'est réunie fin 2022 en Égypte a globalement dit les choses suivantes. Les changements climatiques... Elle dit ce qu'elle ne fait pas, la COP. Mais elle l'avertit. Oui, mais elle dit ce qu'elle ne fait pas. Elle dit parce que les pays industrialisés sont à l'origine de cette situation que nous connaissons. Ils n'ont pas réduit leur CO2. Elle dit que les changements climatiques sont durables dans le temps. Et nous devons faire avec. Comment faire avec ?
Nous savons, je prends l'exemple de l'Algérie, nous savons que ces changements climatiques, le manque de pluie et de précipitations va durer encore quelques années. Nous allons voir des problèmes d'eau, même s'il pleut. Cela veut dire qu'on doit s'adapter à travers nos consommations, à travers notre mode de vie, à travers notre agriculture, à travers notre industrie. Nous devons maintenant nous s'adapter. Quand vous avez un fait qui est là et qui va continuer, nous devons s'adapter. Nous devons supposer que pour l'année 2023-2024, nous avons des précipitations pratiquement qui tendent vers zéro. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a donné des instructions pour le dessalement pour 2025-2030 et nous allons avoir 50 à 60% de l'eau consommée qui sont par le dessalement et ainsi d'autres choses à faire. Cela veut dire qu'en Algérie, le gouvernement algérien a prévu cela, est en train de voir la situation 2025-2030 pour s'orienter. Mais bien entendu, nous devons discuter plus pour cela et essayer de voir ces instructions et les appliquer rapidement. Mais les stations de dessalement, nous avons actuellement 11 stations de dessalement, nous avons construit 3 autres, ça fait 14, et il y a encore 3 de prévus, 5 de prévus. Nous allons voir à l'horizon 2030 25 stations de dessalement qui feront pratiquement 60% de la consommation du Nord. Et là aussi, je dis bien tout le littoral algérien est sur une profondeur jusqu'à 150-200 km. Mais là, je voudrais dire quelque chose qui n'est pas compris par beaucoup de gens. Quand on construit des stations de dessalement, on les construit toujours au bord de la mer. Or, c'est au bord de la mer qu'on n'a pas de terrain. Or, une station de dessalement peut être construite à 50 km du bord de la mer. Puisque si on construit au bord de la mer et on amène l'eau à 100 km, on va à 100 km et on construit la station de dessalement et on lui ramène de l'eau. Ça permettra de trouver de terrain et de construire rapidement les stations de dessalement. Mais la question que je voulais vous poser aujourd'hui par rapport à cette question de dessalement et les stations de dessalement, est-ce qu'avec les stations de dessalement, on peut aussi réaliser des connexions via le réseau déjà existant pour alimenter certaines localités qui ne sont pas côtières avec... Oui, bien sûr. On va mettre 100 milliards de dinars. Donc, il faudrait mettre en place une politique intégrée où on réfléchit à tous ces aspects. Non, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la steppe, pour les régions aussi au niveau de l'intérieur du pays, est-ce qu'il faudrait envisager de les raccorder aux stations de dessalement avec le réseau existant pour les alimenter en eau? En Algérie, actuellement, on a un réseau qui existe, on le connaît très bien, on le maîtrise. Je prends le Mao qui est à l'ouest, qui est là, qui dessert. Je prends ici... Mais il y a le réseau, il est existant. Il existe. Je prends ici en Algérie, pour le dessalement. Je prends ici en Algérie, l'alimentation de Tizi Ouzou vers Alger existe, le réseau existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Connecter le réseau avec les stations de dessalement. Il suffit de faire la station de dessalement à Boumevdin ou ailleurs et prendre l'eau sur 20 km, 10 km sur le réseau et connecter et donner plus d'eau. L'eau qui arrivait des barrages ne va plus venir. De la façon, cela est très possible. Maintenant, pour aller... Même principe pour les hauts plateaux? Maintenant, pour les hauts plateaux, quand le réseau existe, on le fait. Quand le réseau n'existe pas, on le fait de nouveau. Et actuellement, nous avons fait 800 km de conduite. 700 km. 800 km de conduite algérien. Réalisé à 100%. Et donc, nous pouvons transférer l'eau sur Boussaada, sur Djelfa, qui est à 300 km. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose c'est-à-dire connecter le réseau à travers tout le territoire national? Je ne parle pas seulement de dessalement, je parle même des eaux souterraines en provenance du sud du pays, de telle sorte à assurer cette équité au droit, bien sûr, à l'eau qui est garantie constitutionnellement. Effectivement. Pour que tout le monde soit alimenté de la même façon. Que ce soit à Alger, Oran, ou Batna, ou Tamanrasset, ou autre localité du pays. Salah, Ingezam et toutes les... Le droit à l'eau en qualité il doit être garanti par l'État. Est garanti constitutionnellement. L'État... C'est un service public par excellence. L'État est en train de faire ce qu'elle peut dans ce domaine-là. Mais les eaux du Sud, effectivement, les eaux du Sud, nous avons beaucoup de quantités d'eau du Sud. Ces eaux du Sud peuvent être maintenant commencer à être transférées vers les eaux plateaux de telle façon à, surtout pour les céréales, surtout pour l'orge, pour avoir l'irrigation. Et donc maintenant, il y avait dans le temps un projet qui permettait de transférer les eaux du Sud vers Djelfa. Il était tombé à l'eau. Maintenant, il faut reprendre ces projets-là pour transférer l'eau du Sud
vers le nord, pour transférer le dessalement vers les hauts plateaux. Il faut maintenant les interconnexions, essayer de les faire de tous les côtés. De tous les côtés, faire ces connexions de telle façon, quand on a un problème par là, un problème. Regardez le réseau d'électricité. Vous savez qu'en Algérie, on est connecté 98% du pays. 90 et on est connecté avec la Tunisie et l'Italie et on est connecté jusqu'à l'Égypte. Donc on a une interconnexion. Donc pour le réseau eau, on peut faire une connexion nationale de telle façon faire les déviations nécessaires. Mais je prends un autre exemple, je donne une idée à creuser. Vous savez qu'en 2002, on allait importer de l'eau de Marseille parce qu'on avait de la sécheresse. On allait l'importer par quoi? Par bateau. On allait le faire, oui, on ne l'a pas fait. Mais vous savez qu'on a actuellement le barrage de Bni Haroun qui a 800-900 millions de mètres cubes et qui est tout le temps rempli. Qu'est-ce qui empêcherait de creuser cette idée, de ramener des bateaux, aller vers Mila Bouharoun, ramener de l'eau par bateau et le redonner à Alger s'il y a un problème de crise? Nous pouvons louer ces bateaux et pour une période donnée, ramener de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait de faire sur 400 km Alger, Bni Haroun-Mila, faire une tuyauterie et ramener de l'eau sur Alger? Parce que la plus touchée, c'est la capitale qui a plus de 5 millions d'habitants et qui a vraiment un problème d'eau. Ce n'est pas les autres grandes villes. Ah, aussi les autres grandes villes également, professeur Ahmed Keteb. Quand vous n'avez pas de l'eau, c'est un problème beaucoup moins majeur. Alors, la gestion intelligente de l'eau, impliquer les startups, c'est important également, puisque maintenant tout est numérique. On peut avoir de la visibilité avec un tableau de bord, savoir où se trouve le problème et le régler immédiatement. La technologie réglait tous les problèmes. La technologie des startups, effectivement... Sauf le problème des mentalités. Il faut arriver maintenant avec les startups de faire de l'innovation. Et quand on fait de l'innovation, il faut ces jeunes qui ont des startups leur donner un peu de moyens et leur dire quels sont les mécanismes pour économiser de l'eau, quels sont les mécanismes pour ne pas gaspiller de l'eau. L'agriculture intelligente également. L'agriculture intelligente. Et les jeunes sont capables de vous faire des robinets, de salles de bain, de douche qui consomment 50% de moins d'eau. Les jeunes sont capables de faire beaucoup de choses avec de l'innovation, avec des brevets. Et ça, effectivement, il faut aller vers cette innovation avec les jeunes pour consommer, gaspiller moins de l'eau. Et cela est possible de se faire. Alors, ce qu'on a relevé ces derniers temps, professeur Ahmed Keteb, et vous avez cette question de l'auditeur, c'est qu'il ne pleut pas, mais le matin et le soir, il fait extrêmement froid. L'eau, de l'humidité, générée par l'humidité, est-ce qu'on peut la récupérer? Difficilement, parce que la quantité est très petite. La quantité est très petite, on ne peut pas la récupérer, cette eau d'humidité. Et ça demanderait certainement beaucoup plus de moyens. Ce qu'on doit récupérer, au lieu d'aller vers ces technologies très avancées, et on ne sait même pas si on peut réussir, c'est d'aller vers le vrai réel qu'on voit. Le vrai réel, on l'avait dit, l'agriculture consomme 110%. Comment faire la rotation? Comment faire l'assolement? Comment faire pour certaines cultures tels que les pastèques ou la khâne, ne pas les cultiver suffisamment, comment faire des cultures nécessaires et obligatoires pour l'Algérie pour consommer moins d'eau. C'est vers ces 70% qu'on devrait aller. Ensuite, c'est vers l'industrie qui ne réutilise pas ces eaux, qui ne les traite pas, qui les rejette. Aller vers l'industrie. Ensuite, la réutilisation de l'eau, c'est important. Très important. On arrive à réutiliser 80% de l'eau, on le traite. Et c'est facile le traitement. On fait un traitement primaire, secondaire, tertiaire. Je prends les eaux usées, on rejette à peu près 1 milliard, 1,5 milliard. Vous savez que pour les eaux usées, pour les traiter, on va vers les stations de traitement des eaux et des steppes. Avec ces steppes, on est en train de faire, on va même ajouter 16 nouvelles steppes. Mais il y a des techniques de traitement des eaux usées avec zéro énergie et avec 150 d'opérations qu'on peut utiliser, surtout au sud du pays. Ces techniques sont locales, algériennes et qu'on peut utiliser. Il faut aller vers ces techniques aussi. Il faut favoriser parfois le local. Le goutte à goutte, ne pas l'avoir réalisé, c'est un grand aujourd'hui gâchis. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Un constat, 10 ans ou 15 ans après, puisqu'il devait être déjà, le programme était initié déjà en 2007 pour aller vers 2 millions d'hectares irrigués au goutte à goutte. Ce n'est pas le cas, on n'a même pas l'équivalent de 500 000 hectares. Le goutte à goutte c'est un grand regret. N'a pas beaucoup avancé, mais peut-être qu'il faudrait aller en détail. Pourquoi? Parce que pour faire le goutte à goutte, il faut qu'il y ait des prêts bancaires. Il faut qu'il y ait des formations des citoyens. Il faut qu'ils aient un prix élevé. L'agriculture ne va vers le goutte à goutte que le prix de l'eau est élevé. S'il est formé, s'il a des prêts bancaires. Si ça n'a pas réussi, c'est entre autres parmi ces... Il faut faire le bilan, voilà. Autre question, le mois de Ramadan, il faut aussi avoir cette culture de la rationalisation de l'eau, parce qu'en cette période, on gaspille tout, même l'eau. En plus de la nourriture, on gaspille tout. Et on dépense énormément.
On se vide les poches. Vous savez, quand on regarde... Il faut changer. Quand on regarde Din, quand on regarde le Coran, quand on regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est pendant le mois de Ramadan qu'on doit s'abstenir et consommer le moins en termes d'alimentation, en termes d'eau, en termes de gaspillage. C'est un mois de piété. Et c'est dans ce mois de Ramadan qu'on devrait consommer moins, particulièrement l'eau. Il faut associer donc dans ce cadre-là les mosquées. Professeur Ahmed Keteb, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité et de m'exprimer sur un sujet sensible qui permet le développement du pays. Merci beaucoup. Merci à vous.